Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour Anouk, bon anniversaire. Aujourd'hui, nous allons parler du livre La carte postale de Anne Berest, un livre qui est paru chez, je pense, Chez chez Grasset. Grasset. Alors, vous connaissez sans doute Anne Berest parce que c'est une écrivain qui a déjà une certaine importance. En fait, Anne Berest est la fille de la linguiste Lélia Picabia et de Pierre Berest, et elle est également la sœur de l'écrivaine Claire Berest, avec qui elle a écrit en 2017 un livre qui a quand même eu un certain succès. Le livre s'intitulait Gabriel et qui racontait l'histoire de leur grand-mère, parce que Anne Berest et Claire Berest sont toutes les deux des héritières, je dirais, ou des descendants de Picabia. Et en effet, leur grand-mère, Gabrielle Buffet, était mariée à Picabia. Elle était la femme du peintre de Picabia et ensuite la compagne de l'artiste Marcel Duchamp. Et donc, dans ce livre à quatre mains, je dirais que les deux sœurs réhabilitent le rôle intellectuel de Gabrielle Buffet-Picabia dans l'histoire de l'art, et ils mettent en valeur son apport dans la pensée de l'abstraction en matière picturale. Alors, dans ce livre-ci, elle l'explique très bien. Elle a voulu un petit peu reprendre les commandes elle-même. Sa sœur a écrit de son côté, elle a écrit de son côté, Anne, et est sorti ce livre récemment, qui est pour moi un livre tout simplement merveilleux. Alors, c'est vrai que des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, il y en a énormément, mais celui-ci, je dois dire, a quelque chose de très particulier, parce que la façon dont l'histoire est d'abord racontée à tout et chacun, je dirais que l'auteur a une véritable connaissance, elle sait nous raconter des histoires, elle sait nous passionner même, et rendre quelque chose finalement qu'on connaît tous, parce qu'on, même si bien sûr elle nous apprend des nouvelles choses dans son roman, elle arrive, grâce à une fausse énigme finalement qu'elle construit dans ce livre, à passionner tout le commun des mortels. Alors, la carte postale, il s'agit d'un livre en fait, et c'est une vraie histoire, parce que elle raconte que il y a une quinzaine d'années, sa mère recevait des lettres en 2003, et c'était des lettres anonymes, des cartes Elle postales. a reçu une lettre Elle en a anonyme. reçu une lettre anonyme qui représentait l'Opéra Garnier, dans lequel était mentionnée l'adresse de la destinataire, ainsi que quatre prénoms écrits les uns en dessous des autres: Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et ce sont bien entendu Ephraim et Emma, ses grands-parents maternels, sa tante et son oncle, tous morts en déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en cherchant à découvrir progressivement la carte, l'origine de cette carte et qui a envoyé cette carte, Anne Berest va reconstruire progressivement une histoire familiale qui est passée sous silence. Elle va quelque part redécouvrir sa propre identité juive, parce qu'elle a toujours fait partie d'une famille assez laïque, où le mot juif ne venait pas vraiment, disons, n'était pas caché, mais on n'en parlait pas. Et elle va reconstituer, d'une part, l'histoire de ses aïeux, tout en, comme je le disais, s'interrogeant sur sa propre identité juive. C'est une quête de vérité qui va nous inviter à faire connaissance avec tous les membres de sa famille, la famille Rabinovitch, depuis leur fuite de la Russie jusqu'à leur installation à Paris, en passant par la Lettonie et la Palestine. Et puis, bien Et sûr, la il y a Pologne. la Shoah, exactement, et la Pologne. Je te laisse la parole, Yves, et puis je te suis. Bon, moi je dois dire que j'ai pris un énorme plaisir à lire ce livre, que je trouve être un très très bon livre. Je considère que il y a deux romans en un. Mhm. Il y a toute la première partie euh, qui parle de choses que nous connaissons absolument tous, la Shoah, mais elle a un talent vraiment tout à fait particulier pour faire redécouvrir cette horreur avec une autre façon de dire les choses, une autre façon de voir. Je trouve que c'est d'une
très, très, très grande puissance. Et puis la deuxième, je ne dirais pas comme Anouk que c'est une fausse énigme, je dirais que c'est plus une enquête policière C'est qui construit comme consiste une enquête à, policière. à retrouver la, la signataire anonyme de cette carte postale sur laquelle figurent ces 4 prénoms. C'est l'occasion pour elle d'explorer à ce moment-là les, le- Sa judaïté, ses sa ancêtres. judaïté, sa judaïté et sa famille proche, parce que dans la première partie, quand elle raconte la Shoah, ce sont évidemment 4 personnages qu'elle n'a pas connus, et c'est quelque chose de plus universel. Ephraïm, Noémie, Emma. Jacques, Emma, ça a quelque chose de très universel, alors que dans la seconde partie, c'est vraiment l'histoire de la famille Berès, si je puis dire, en tout cas de l'ex-Madame Picabia qui est au centre du jeu et qui finalement donne une couleur tout à fait particulière à cette famille. En fait, Yves a raison. Donc, le livre se construit en 2 parties et c'est suite à quelque chose qui a réellement eu lieu. C'est-à-dire que Anne Berès raconte très bien Oui. que sa fille, un jour, est rentrée de l'école et raconte à sa grand-mère que on n'aime pas... Elle a cru entendre Non, une phrase comme on elle n'aime pas les demande, pardon juifs. de t'interrompre, c'est un passage très important parce que c'est ce qui fait basculer le livre en fait. Sa petite fille, Clara, rentre à rendez-vous avec sa grand-mère comme tous les mercredis et elle lui demande est-ce que tu es juive? Et la grand-mère lui dit oui. Euh, et l'enfant lui répond c'est embêtant. Et pourquoi lui demande sa grand-mère? Ben parce que dans mon école, on n'aime pas beaucoup les juifs. Et ça va être le point de C'est départ. le point de départ, ça fait absolument tout basculer, parce que c'est le moment où Anne Berest va prendre conscience de sa judaïté, poussée d'ailleurs en cela par un homme qu'elle a rencontré, qui est un médecin, Georges, et qui va l'inciter à aller plus loin. Donc elle va avoir une réaction très bizarre parce qu'elle le dit elle-même. C'est-à-dire que quand sa fille raconte cela à sa mère et sa mère vient le raconter à Anne, Anne ne va pas directement en parler avec sa fille. Elle ne va qu'en parler après un certain moment, après avoir assisté également à un dîner avec son nouveau compagnon qui est lui-même juif, beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins laïque qu'elle, beaucoup plus traditionnelle. Et ce n'est que seulement après qu'elle va même commencer à engager, suite à ce passage-là, ses recherches, suite à cette carte postale qu'ils ont reçue 15 ans plus tôt. Et donc, le livre est construit en deuxième partie. Et comme le dit Yves, dans la première partie, elle raconte au fait l'histoire des membres de sa famille, donc sa grand-mère Myriam, qui est la seule survivante de ce massacre, et on comprendra pourquoi, alors que son mari et ses 2 enfants ont été déportés, tous dans des conditions très tragiques. Et on suit au fait l'évolution de cette famille qui, au fait, malgré tout, cherche à s'intégrer dans la société française. Le père qui, jusqu'au bout, va croire que, comme il a tout fait pour être le plus français possible, eh bien, il ne sera pas déporté. Et malheureusement, comme le 3/4 des Juifs, je veux dire, il le sera. Donc, on voit que c'est des gens qui ont tout fait pour fonctionner dans la société qui était en train d'exister et qui, malheureusement, jusqu'au bout vont y croire et qui, malgré tout, seront déportés. Et puis la deuxième partie, qui est en fait le début de
cette histoire, la deuxième partie, est justement ce que Yves raconte quand sa fille, elle découvre ce que sa fille a entendu. Mais c'est justement cette seconde partie qui a donné naissance à ce livre et qui a permis à Anne de résoudre une enquête. Elle aura besoin de sa mère parce que sa mère, qui est la fille de cette Myriam, qui est la seule survivante dans la famille et qui est la fille, donc Myriam, donc la grand-mère de Anne Berest, est la fille de Vicente Picabia, et donc, pardon, est la femme de Vicente Picabia, donc la grand-mère de Anne et Myriam, je sais que c'est un peu compliqué, et donc avec sa mère, Anne et sa mère, je pense qu'elle s'appelle Leila, elles vont mener une enquête pour comprendre l'histoire de cette famille. Donc ce sont deux détectives et qui vont même faire appel à comment dire, un Il y a détective. d'une part un détective Oui, privé, un expert en graphologie. voilà. Et je dois dire que ce sont des moments non pas cocasses, parce qu'il n'y a rien de véritablement cocasse là-dedans, mais ce sont des moments très légers dans un livre qui, lui, ne l'est pas particulièrement, en tout cas dont le sujet n'est pas particulièrement léger, Ce qui est justement. magnifique aussi dans ce livre, c'est qu'on sent que Myriam, donc la grand-mère de Anne, qui est donc la seule survivante et qui n'a jamais parlé du fait qu'elle avait été la seule survivante et de son histoire tragique, eh bien sa sœur, à l'époque Noémie, avait tout d'une future écrivain. Et en fait, ce sont les petites filles, Anne et Claire, qui sont devenues toutes les deux écrivains. Et Anne raconte très très bien dans ce livre comme elle se sent en fait presque comme le double de cette tante très, comment je dirais, expressive, très passionnée, alors que sa sœur, Claire, selon elle, ressemble beaucoup plus à sa grand-mère, qui est plus introvertie. Et toutes les deux ont hérité de cette passion de l'écriture. Donc il y a aussi la question de la transmission à travers les générations Pardon, de la transmission et en même temps d'une certaine forme de destinée. Oui, Elle évoque ça à demi-mot, presque une espèce de oui, réincarnation de Myriam et de Noémie à travers les Anne deux et petites filles. Claire. Oui. C'est un point de vue qui est parfaitement défendable, même si on ne le partage pas. C'est très intéressant de voir comment toute cette histoire tourne. Et au fur et à mesure qu'elle tourne, elle se rapproche du centre. Euh, c'est, je voudrais revenir un instant sur ce que disait Anouk, parce que c'est un aspect de la question que la France aborde moins facilement qu'elle n'aborde d'autres sujets. C'est la volonté d'Éphraïm de devenir français Ouais. et de voir Le grand-père, comment je précise. le Le grand-père qui a grand-père, été déporté. l'arri- la- Le grand-père, l'arrière-grand-père l'arrière-grand-père. Ouais. qui a été déporté. Euh, il y a quelque chose d'absolument pathétique dans la démarche de cet homme qui veut véritablement croire que la France est le pays des Lumières, que la France est une terre de liberté, et il se heurte à l'administration. Bien entendu, comme on arrive à la Seconde Guerre mondiale, dans l'administration, tous les antisémitismes se libèrent. Il y a cette volonté de s'intégrer, il y a la volonté de devenir plus français que français, il le dit lui-même à un moment donné, et il va tout le temps se heurter à un mur. Et ce qui est assez frappant, moi ça m'a frappé en tout cas, et je dois dire que à certains moments ça m'a même irrité. Euh, Emma, sa femme, a conscience de, de l'horreur qui arrive. Et Ephraim ne veut même pas en entendre parler. Il ne veut pas savoir finalement ce qui se passe véritablement dans l'Allemagne nazie. Il veut être français. D'ailleurs, jusque quand ils seront même dans le camp, je pense que lui
lui sera à Pithiviers et ses enfants à Drancy, enfin, ou un truc comme ça, mais tous les deux seront dans des camps d'internement avant d'arriver à Auschwitz. Et même là, ils continuent à vouloir croire que ceux qui sont envoyés en Allemagne reviendront. Et le drame là-dedans, c'est que la femme d'Ephraïm, qui est donc Myriam, non, Non, pardon, Emma. qui est Emma, donc elle sera déportée avec Ephraïm, ainsi que Noémie et Jacques, leurs enfants, et Myriam, qui est leur troisième fille, Leur fille aînée. voilà, leur fille aînée, mais leur troisième enfant, sera la seule qui survivra. Et Myriam, pourquoi elle survivra? Bon, ça, je fais juste une parenthèse, parce qu'elle se mariera avec Vicente Picabia, le fils de Francis Picabia, et elle fera partie d'un réseau de résistants. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après la guerre, lorsqu'elle va à l'hôtel Lutetia, qui a été transformé, comme on le sait, en une sorte de centre d'accueil, et qu'elle voit ces gens décharnés revenir des camps, jusqu'au bout, elle continue de croire que ses frères et sœurs, son frère et sa sœur reviendront. Donc il y a vraiment cette volonté jusqu'au bout, comme le dit Yves, de croire que parce qu'on est français, on peut y échapper, de croire justement dans ce gouvernement qui promettait tout, mais qui n'était finalement qu'un grand mensonge. Oui, pire qu'un mensonge. Pire qu'un mensonge. C'est vraiment on voit très bien entre les lignes les horreurs de la collaboration. Il y a Ephraïm sait qu'il va être déporté et il l'accepte avec une seule et unique idée. En étant déporté, il va retrouver ses deux enfants, Noémie et Jacques, en Allemagne. Il ne veut pas croire à l'horreur. En fait, l'horreur est absolue, puisque lorsqu'ils arrivent à Auschwitz, sur la rampe, ils sont triés tous les deux, Emma et lui, ils ont 50 et 52 ans, et ils sont immédiatement envoyés dans la chambre à gaz. Je veux dire, il y a là quelque chose qui moi, m'a très profondément ému, parce que il y a beaucoup de juifs français qui ont eu l'attitude d'Ephraïm et qui ont cru que ils n'allaient pas être abandonnés par leur patrie. qu'ils ne seraient pas abandonnés par le gouvernement français, n'en déplaise à Zemmour, Pétain n'était pas le pendant de Gaulle. Donc il y a là une forme de naïveté, une forme de... à certains moments, en lisant le livre, je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas être aveugle au point de ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Eh bien non, il ne veut pas s'en rendre compte, il veut croire que la France est la patrie des droits de l'homme. Et donc la force de ce livre, comme le dit Yves, donc tout d'abord aussi, moi ce qui m'a impressionné dans ce qu'elle décrit, c'est que, parce que j'ai eu une discussion avec Yves avant, c'est vrai que finalement elle décrit des scènes qu'on connaît tous, des horreurs dont on a déjà lu, vu des films, l'horreur, mais elle a une façon de décrire les choses, de mettre finalement je vais pas dire de l'absurde, dans toute cette absurdité. Par exemple, elle raconte à un certain moment que dans les camps, lorsqu'on est en train de tondre la tête des enfants, eh bien, il y a certains soldats allemands qui, avant que ces enfants ne finissent dans les chambres à gaz, commencent à tondre la tête des enfants en faisant des petits dessins sur la tête des enfants. En dessinant une étoile de David. Voilà. Et elle a une façon de raconter l'horreur absolue, mais avec une forme de banalité qui la rend encore plus horrible. Et en ça, je trouve qu'elle est très très forte. Et puis, ce que je trouve aussi qui est très impressionnant, c'est tout le travail de recherche qui finalement a été fait, parce que c'est un travail de recherche qui a été fait sur 15 ans et qui brosse un siècle d'histoire, qui fait revivre ceux que la barbarie a fait effacer et qui, quelque part, donne à tous ces gens assassinés une sorte de sépulture, puisqu'ils n'ont jamais eu de tombe. Et Noémie,
qui n'a jamais pu écrire, eh bien, par sa sœur et par elle, qui sont devenues, par Gabrielle et par Anne, qui elles-mêmes sont devenues écrivains, eh bien, Noémie leur survit d'une certaine façon. Donc, ce livre est à la fois une découverte, je dirais, pour l'écrivain de sa judaïté, en même temps, une histoire de transmission, comment transmettre les choses, je dirais presque de grand-mère, de mère en fille, puisqu'il n'y a que des femmes dans cette famille, et puis qui pose aussi la question du déplacement, de l'exil et des questions d'antisémitisme qui sont tout à fait d'actualité. Je suis absolument d'accord avec Anouk, parce que ce qui est absolument saisissant d'une certaine manière dans ce livre, c'est la façon dont elle raconte la banalité du mal. Mhm. Et elle elle la raconte d'une manière telle qu'on a l'impression que la banalité du mal est la norme. Mhm. C'est ça qui est très très fort dans ce livre. Mhm. C'est, voilà, ils vivent au milieu des antisémites. C'est la norme. Il y a un personnage qui apparaît très brièvement dans le livre, mais qui est un personnage intéressant, et qui est le mari de l'institutrice des enfants dans le Mhm. village où ils sont réfugiés, qui travaille à la préfecture d'Évreux. Et le mari euh, est un opposant euh, au régime de Vichy. Il tombera d'ailleurs dans un piège par la suite et sera déporté sur une dénonciation. Et elle raconte ça comme elle dirait il a été acheté une baguette de pain. Mhm. Et c'est ça qui est très frappant dans ce livre. Il y a une forme de, je vais pas le dire parce qu'il faut pas mal comprendre ce que je veux dire, mais il y a comme une forme de désinvolture dans l'absurdité et l'horreur de ce qu'elle raconte, qui rend la chose encore plus Absolument, complètement c'est encore absurde. plus Ouais, abominable parce que c'est la norme, ouais. tout simplement, parce que c'est le politiquement correct de l'époque, et que, voilà, on est antisémite, et où est le problème? On va dénoncer un résistant, où est le problème? Il va mourir, mais c'est pas un problème. Et Anouk dit à juste titre, ce livre est une sépulture pour les 4 personnages dont le nom figure sur la carte postale. Bien entendu, à Auschwitz, ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu de sépulture. Le livre leur en donne une, leur rend hommage, euh, interroge de façon très subtile la question de la judaïté chez les juifs libéraux. Et c'est très, très, très intelligemment fait. Et C'est-à-dire puis que, c'est aussi construit comme une forme d'énigme, ce qui, comme je le disais au début de l'émission, peut toucher tout un nombre de lecteurs oui, absolument, inattendus, parce que c'est c'est construit une enquête. intelligemment. La Exactement. deuxième partie, la première est une histoire universelle, si je puis dire, et la deuxième, et c'est pas seulement si je puis dire, parce que ce qui arrive aux juifs, ça arrive aux hommes, tout simplement. Il faut arrêter Exactement. avec ces distinctions. Ce qui est arrivé aux juifs, est arrivé à des hommes. Mais il y a il y a, et la deuxième partie est une enquête policière. Donc le ton change complètement. Ça a quelque chose de plus léger. Elle parle beaucoup d'elle-même. Elle raconte comment elle bouffe un sandwich avec sa mère dans la voiture après avoir interrogé des gens, etc., etc. Euh, c'est c'est un livre extrêmement agréable à lire, formidablement bien Oui. écrit. Je tiens à le souligner parce que malheureusement, j'ai eu entre les mains ces derniers temps des livres particulièrement mal écrits, dont nous ne vous dirons pas un mot, Anouk et moi, mais celui-là est bien écrit. Et je pense que c'est un livre qu'il faut, non seulement qu'il faut lire, mais qu'il faut faire lire à des enfants, parce que
ils vont apprendre quelque chose, ils vont prendre conscience d'eux-mêmes, et c'est un service à leur rendre. Simone Veil disait: il n'y a pas de devoir de la mémoire, il y a un devoir de transmettre. Et je dirais que Anne Berès s'est souvenue et s'est vite rendu compte que l'antisémitisme n'appartient pas qu'aux pensées. L'antisémitisme de tous les jours est encore présent, souffle-t-elle. Avec son livre, elle espère éveiller les consciences, notamment, comme le dit Yves, auprès de la jeunesse. Elle veut leur dire d'être vigilants, qu'il faut sentir le poids des mots, que de dire sale juif, ce n'est pas anodin, que ce n'est pas une insulte comme une autre. On vous laisse découvrir ce livre très tentant et on se Oui, il faut retrouve le lire, il faut le lire. la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. À très bientôt.